soir, c'est un sacré chat dans la gorge. Tout de suite, c'est l'actualité, le journal magazine avec Eric Haddad. Eric, bonjour. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Israël va-t-il écrire en 2020 une nouvelle page de son histoire ? Pour le moment, rien n'est moins sûr. En décrétant israélienne une partie de la Judée-Samarie, Benjamin Netanyahou s'est exposé à une avalanche de protestations. De Gaza à Londres, les appels se multiplient pour pousser Benjamin Netanyahou à abandonner son projet. Le Premier ministre bénéficie d'une fenêtre de tir de quelques mois car une victoire en novembre de Joe Biden pourrait anéantir l'appui américain. Le temps presse donc pour Benjamin Netanyahou qui poursuit ses discussions avec les Américains. Il doit faire face également à des dissensions dans son propre pays. À présent, nombreux sont ceux en Israël qui craignent aussi des effets pervers, comme le risque d'une déstabilisation régionale. À cela s'ajoutent pour Benjamin Netanyahou les pressions exercées par les lobbies juifs messianiques. Des juifs qui redoutent qu'une annexion s'accompagne en vertu du plan de paix américain d'une compensation, la reconnaissance éventuelle du futur micro-État palestinien dont ils ne veulent pas entendre parler. Puis du côté européen, ce plan suscite aussi de vives critiques, notamment du Premier ministre britannique Boris Johnson, que Benjamin Netanyahou qualifié d'ami il y a encore quelques mois. À Berlin, les députés allemands ont estimé dans une résolution qu'une annexion faisait courir le risque d'une nouvelle déstabilisation de la région, mais ils ont toutefois jugé que des menaces de l'Union européenne de sanctions contre Israël seraient contre-productives. De son côté, le Vatican, dans une démarche très inhabituelle, a convoqué les ambassadeurs américains et israéliens pour exprimer la préoccupation du Saint-Siège. Pendant ce temps, à Gaza, des manifestants ont brandi des milliers de drapeaux et des pancartes condamnant Donald Trump lors d'un rassemblement auquel a participé Yahya Sinwar. C'est un des responsables du Hamas au pouvoir dans ce territoire. Une des questions qui se pose est de savoir si Benjamin Netanyahou va finalement mettre de l'eau dans son vin ou bien faire preuve de détermination. Élément de réponse avec Raphaël Jérusalemi, écrivain et analyste. Il est au micro de Pascal Zandschein. La plaque qui circule en ce moment dans les services de renseignement israéliens, c'est que par rapport à cette annexion, nous avons à peu près toutes les informations dont nous avons besoin, c'est-à-dire nous savons exactement quelle est la position des Palestiniens à Ramallah, à Gaza, quelle est la position des Européens à Bruxelles, à Paris, à Berlin, quelle est la position des Américains, des Russes, des Chinois. Il nous manque une seule information ultra secrète, quelle est la position du gouvernement israélien. Alors justement, Raphaël Jérusalemi, est-ce que votre expérience d'analyste, justement, avec les éléments dont on dispose, est-ce que cela peut vous permettre d'établir si Benjamin Netanyahou est vraiment déterminé à étendre la souveraineté israélienne aux implantations de Judée-Samarie ? Alors, Benjamin Netanyahou est déterminé pour plusieurs raisons, et la principale d'entre elles a plutôt trait à la situation aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous nous rendons compte que si jamais les Israéliens voulaient faire ce pas en avant d'annexer une partie de la Judée-Samarie, et c'est maintenant ou jamais. Car il n'est vraiment pas certain, et de moins en moins certain d'ailleurs, qu'en novembre, Trump sera réélu. À partir du moment donné où Joe Biden ou quiconque d'autre qui n'est pas Donald Trump prend la place de la présidence aux États-Unis, nous pouvons, cette fenêtre d'opportunité se ferme. La politique américaine changera du tout au tout. Elle restera pro-israélienne, mais elle ne permettra certainement pas cette annexion. Et donc, c'est maintenant ou jamais. Pour Benjamin Netanyahou, dans son esprit, dans sa doctrine politique ou sa vision, si vous voulez, c'est une bonne chose. On attend de savoir à quoi en fait sert cette annexion. Il faut bien comprendre que sur le terrain, dans la vie de tous les jours, sur le plan des relations entre Israël et Palestiniens, en gros, une annexion ne change absolument rien. C'est quelque chose sur le papier, c'est une déclaration, c'est quelque chose sur une carte géographique, mais sur le terrain, le seul changement que ça va apporter, c'est qu'il y aura un passage dans certains endroits de l'administration militaire à l'administration civile. La police remplacera l'armée. Mais en gros, une annexion, on l'a vu dans le Golan, lorsque la Knesset a voté l'annexion du Golan, ça n'a rien changé sur le plan de la vie de tous les jours dans le Golan. La même chose lorsque nous avons voté l'annexion de Jérusalem. Et pour voter cette annexion, il faut qu'il y ait une majorité de 80 députés sur 120 à la Knesset.
Donc nous avons voté cette annexion de Jérusalem et nous voyons que rien n'a changé sur le plan de la vie de tous les jours entre juifs, arabes et tous les habitants de Jérusalem. La seule chose que nous connaissons de ces annexions, c'est que elles ont été donc dûment votées selon les lois israéliennes, mais jusqu'à aujourd'hui, la grande majorité des nations ne nous reconnaissent pas l'annexion du Golan, l'annexion de Jérusalem, et nous ne reconnaîtrons pas donc cette annexion partielle de la Judée-Samarie. Et on va à présent parler de politique. 1 mois et demi après son entrée en fonction, le gouvernement d'union israélien semble plus divisé que jamais. Les ministres du Likoud et de Bleu-Blanc ne sont pratiquement d'accord sur rien et pourtant, ils ont tous intérêt à maintenir la coalition, comme nous l'explique depuis Jérusalem Pascal Zandschein. Les gouvernements d'union sont, par définition, des mariages de raison. Mais dans le cas de l'alliance entre le Likoud et Bleu-Blanc, les conjoints ne semblent même pas chercher à sauver les apparences. Depuis 1 mois et demi que le gouvernement israélien a pris ses fonctions, on ne compte plus les incidents et les piques par médias interposés que s'adressent les élus et ministres des deux partis. Lors de la réunion du gouvernement de dimanche, Benjamin Netanyahu et Benny Gantz se sont pratiquement disputés devant les caméras parce que le Premier ministre s'était seul adressé aux journalistes et n'avait pas laissé son ministre de la Défense et Premier ministre suppléant faire de déclarations. Et ce n'est qu'un épisode parmi de nombreux autres. Rien ou presque ne passe sans déclencher d'incidents, qu'il s'agisse des manifestations contre Benjamin Netanyahou, du coût de fonctionnement du bureau de Premier ministre suppléant de Benny Gantz, du financement des honoraires d'avocat de Benjamin Netanyahou. Tout est l'occasion de déclarations ou de posts sur les réseaux sociaux où un camp accuse l'autre. La question de la Judée-Samarie n'a pas échappé aux tensions. Le ministre centriste des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, ne cache pas son opposition à une annexion sans négociation avec les Palestiniens et les pays de la région. Benny Gantz est d'avis que ce n'est pas le meilleur moment pour appliquer la souveraineté israélienne dans les implantations et que cela peut attendre la fin de l'épidémie de coronavirus. Benjamin Netanyahou lui répond qu'il est tellement important qu'on ne pouvait pas les repousser à après l'épidémie. Seul, jusqu'à présent, le dossier sanitaire de lutte contre le Covid-19 ne semble pas déclencher de polémique ouverte, peut-être justement parce que c'est le plus grave. Il n'y a que sur le vote du budget que les deux partis ne sont pas d'accord. Le Likoud veut passer d'abord la loi de finances pour les mois restants de 2020 et ensuite seulement s'occuper du budget de 2021. Les centristes répondent que ce n'est pas ce qui était convenu dans l'accord de coalition. Il y a quelques jours, Benny Gantz reconnaissait dans une interview que chaque jour pouvait survenir un événement politique majeur qui entraînerait la dissolution du gouvernement. Il est donc clair, comme l'a admis lui-même le dirigeant du parti centriste, que ses rapports avec le Premier ministre Likoud reposent sur une défiance mutuelle. Pourtant, cette union dysfonctionnelle n'est pas la première du genre dans la politique israélienne et une nouvelle crise de coalition n'est pas nécessairement la seule issue, en tout cas à court terme. D'abord parce que Benny Gantz a en quelque sorte brûlé ses vaisseaux quand il a rompu son alliance avec les autres formations de bleu-blanc pour signer l'accord de coalition avec le Likoud. Et même s'il est paritaire dans le gouvernement, il ne l'est plus au Parlement. Ensuite, parce que les sondages indiquent que la cote de son parti dévisse par rapport à celle du Parti conservateur, pas le meilleur moment donc pour Gantz de claquer la porte. Et ce qui est vrai pour le leader centriste l'est aussi pour le chef du Likoud. Les Israéliens sont de plus en plus mécontents de la façon dont Benjamin Netanyahou gère les aspects économiques et sanitaires de l'épidémie. Aller aux élections avant de redresser la barre risquerait donc pour lui aussi d'être contre-productif. Moralité, bon gré, mal gré, les deux conjoints vont devoir trouver le moyen de continuer à cohabiter. Radio J. Voilà, c'était Pascal Zandschein, notre correspondante en Israël. On marque une pause dans ce journal, une courte pause, et on se retrouve tout de suite après. Et en Israël, la pandémie continue de faire des ravages et bat à nouveau le record des nouvelles infections quotidiennes. 966 cas de contamination ont été enregistrés en 24 heures et 324 personnes à ce jour sont décédées de la maladie. Le comité ministériel a voté pour le bouclage de certains quartiers d'Ashdod et de Lod. La circulation y sera limitée, de même que les déplacements et l'ouverture des commerces. Le ministère de la Santé publiera des directives précises pour chaque zone. Côté palestinien, il a été décidé d'un nouveau bouclage sur une période de 5 jours pour endiguer l'épidémie. À compter de vendredi matin, tous les gouvernorats de Judée-Samarie, les villes et les villages seront bouclés, mais les pharmacies, les boulangeries et les supermarchés resteront ouverts. Dans cette zone, le nombre de cas a plus que doublé en une semaine et pour
passer à un total de 2636 mercredi contre 1256 la semaine dernière. Sachez aussi qu'hier soir, la Knesset a approuvé le projet de loi autorisant le traçage par le Shin Bet des personnes possiblement infectées. Ce programme de surveillance sera en vigueur jusqu'au 22 juillet. On retrouve tout de suite à ce propos la revue de presse de Daniel Haïk. Après avoir constaté qu'il ne se passait rien de déterminant le 1er juillet dans le dossier de l'annexion, eh bien, les quotidiens israéliens, l'ensemble des sites d'information reviennent ce matin à ce qui est à nouveau sans contestation possible la préoccupation majeure des Israéliens aujourd'hui, à savoir la seconde vague de coronavirus. Et cette seconde vague, affirme le Israël Hayom ce matin, elle est bel et bien là, avec un nombre de nouveaux malades quotidiens qui frôle les 900. 900, c'est le chiffre que l'on voit à la une du quotidien israélien, mais surtout avec une augmentation de plus en plus sensible du nombre des nouveaux malades graves. Ces 900 malades, c'est un record dont on se serait bien passé en Israël, un record qui dépasse même le nombre de malades quotidiens dépistés au plus profond, au plus fort de la première vague. Quand le nombre de malades graves, il est passé à 57 alors qu'il était de 38 en mai dernier. Le Israël Hayom nous révèle également que 5 employés de la centrale nucléaire de Dimona ont été contaminés, que cela a entraîné la mise en quarantaine de 180 autres employés. Et les quotidiens disent que la commission interministérielle chargée de limiter la circulation dans les zones les plus touchées envisage d'instaurer une sorte de couvre-feu partiel ou en tout cas de limite de circulation dans certains quartiers d'Ashdod et de Lod qui sont contaminés. Le Maariv précise qu'il s'agit des quartiers Gimel, Zayin et Chet à Ashdod, de Snir et de Neve Shalom à Lod. À Ashdod, on a recensé au cours des 3 derniers jours 305 malades de plus et au total 417 malades, ce qui prouve qu'il y a une progression rapide de la maladie dans la ville portuaire. Au sein de la police, on a décidé de prendre des dispositions en perspective d'une décision d'imposer des limitations de circulation plus massives dans d'autres zones durement touchées. Et le Israël Hayom souligne à cette occasion que l'autorité palestinienne, elle, a décidé d'imposer un couvre-feu général à la suite d'une augmentation drastique du nombre de malades qui s'apprête à dépasser le seuil des 3000. Le bouclage devrait se prolonger pendant 5 jours à partir de demain. C'est le seul moyen pour tenter de neutraliser l'épidémie, a déclaré hier le porte-parole du gouvernement palestinien. Dans le Maariv, Lilach Sigan se demande comment en sommes-nous arrivés là. Il y a un mois à peine, le monde entier nous demandait comment avions-nous fait pour gérer aussi bien la crise sanitaire, mais dès que l'état d'urgence a été levé en Israël, personne n'a véritablement géré la suite de cette crise. D'un côté, le gouvernement appelle le public à respecter les mesures d'hygiène, mais de l'autre, il investit de l'énergie dans d'autres dossiers qui lui semblent aujourd'hui prioritaires, entre autres comme l'annexion. Et tout autre chose en France, un mot du procès de Tyler Villus. Il est actuellement jugé pour association de malfaiteurs terroristes. Cet homme est le premier Français accusé de meurtre commis en Syrie à comparaître devant la cour d'assises spéciale. Il est également soupçonné d'avoir dirigé sur place un groupe de combattants interpellés en juillet 2015 en Turquie. Ce trentenaire, originaire de Troyes, a nié tout au long de l'instruction toute velléité d'attentat sur le sol européen. Ce mercredi, sans préciser de cible potentielle, Tyler Villus a pourtant livré, après 5 heures d'interrogatoire, un nouveau récit qualifié d'aveu par l'avocat général. Interrogé sur ce qui l'a poussé à quitter la Syrie et Daesh à l'été 2015, Tyler Villus a reconnu pour la première fois qu'il souhaitait mourir, les armes à la main, après son départ. Et cela nous amène à parler de ces veuves d'anciens combattants du groupe État islamique en Syrie. 3 femmes et 6 enfants ont été rapatriés en Belgique depuis la Turquie où elles avaient fui. 2 d'entre elles avaient en vain assigné l'État belge en justice pour obtenir leur rapatriement de Syrie. Et bien hier, elles ont donc finalement été expulsées de Turquie avec une autre combattante belge de l'État islamique ayant fui la Syrie. L'avion qui les transportait a atterri à la mi-journée à l'aéroport de Bruxelles. Les 3 femmes ont été incarcérées. Quant aux 6 enfants revenus avec elles, ils ont été présentés à un juge de la jeunesse après un contrôle de leur état de santé à l'hôpital dès leur arrivée. On se déplace aux États-Unis, à Richmond, en Virginie. Richmond qui est considérée comme l'ancienne capitale du Sud esclavagiste pendant la guerre de sécession américaine. Le maire de cette ville a demandé le retrait immédiat des monuments en mémoire de ce passé. Ces monuments sont considérés par leurs détracteurs comme des symboles à la gloire de l'héritage raciste des États-Unis. Quant à l'État du Mississippi, il a décidé de retirer le drapeau confédéré de son Capitole, un moment historique pour cet État américain marqué par les blessures de la période de l'esclavage.
Cela se passe en France. Éric Zemmour, qui est jugé pour injure et provocation à la haine raciale. Il lui est reproché son discours à la Convention de la droite fin septembre 2019. Éric Zemmour avait lancé une virulente charge contre l'immigration et l'islam en parlant notamment des immigrés colonisateurs et en décrivant le voile et la djellaba comme des uniformes d'une armée d'occupation. Il risque désormais une amende de 10 000 € avec possibilité d'emprisonnement en cas de non-paiement. C'est le moment dans ce journal de faire une autre pause. On revient tout de suite après la pub. Et troisième partie de ce journal avec Gabriel Attal. Gabriel, bonjour. Bonjour Eric. Alors, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a accordé à Israël le statut d'observateur auprès du comité ad hoc sur l'intelligence artificielle. Vous allez nous en dire plus. Oui, Eric, notre délégation est fière d'annoncer qu'Israël obtient le statut d'observateur auprès du comité ad hoc sur l'intelligence artificielle, a déclaré la délégation israélienne au Conseil de l'Europe sur son compte Twitter. L'État hébreu pourra désormais contribuer pleinement aux travaux du comité européen. Sa participation élargit la portée du comité ad hoc qui compte déjà parmi ses observateurs le Canada, les États-Unis, le Japon, le Mexique et le Saint-Siège, le Vatican. Le comité ad hoc examine actuellement la faisabilité d'un cadre juridique pour le développement, la conception et l'application de l'intelligence artificielle fondée sur les normes du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Et puis la compagnie aérienne low cost britannique EasyJet qui a repris ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv. Un premier avion a relié Londres, Luton à Tel Aviv hier et est retourné au Royaume-Uni ensuite. Le premier vol depuis plus de 3 mois en raison de la pandémie de coronavirus. Un autre vol Tel Aviv-Londres-Luton est prévu aujourd'hui. La compagnie britannique low cost espère augmenter le nombre de vols le mois prochain et redémarrer également les vols vers d'autres destinations européennes telles que Milan, Rome, Amsterdam, Paris et plus encore. Alors on va parler de toute autre chose. Le membre du parti Chasse, Yossi Tayeb, a été nommé député hier à la Knesset. C'est tout simplement le premier député francophone au Parlement israélien à être nommé. Le représentant de la communauté francophone de l'État hébreu à la Knesset était l'invité de Daniel Haïk ce matin sur Studio Kalita. Il compte travailler sur l'Alia francophone et avancer dans le dossier des équivalences des diplômes d'infirmiers et paramédicaux français en Israël. Je pense qu'il y a une urgence de ces Olim de France qui veulent faire une alia vite, mais pas préparée. Et c'est de ça que j'ai peur. Et alors, vous allez travailler, vous avez l'intention de travailler avec l'ensemble des, on va dire, des facteurs qui sont impliqués, on va dire, dans le processus d'Alia. Vous avez parlé de l'agence juive, des organisations comme Kalita, d'autres organisations. C'est-à-dire comment est-ce que il y a un moyen de mettre en place une structure qui serait justement aussi efficace pour rassembler ces différents facteurs, paramètres et d'une certaine manière vous permettre de mieux réussir votre mission? Je vais vous donner un scoop. Hier, j'ai fait signer plusieurs Chavrei Knesset pour ouvrir ce qu'on appelle une Jdoula. Donc la Jdoula de l'Alia, un lobby de l'Alia francophone en Israël. Elle sera déposée ce matin. Pour l'Alia francophone. Pour l'Alia francophone. Elle existait au temps du député Yoni Shedbon. Par la suite, encore une fois, elle a été oubliée. Donc je la réouvre. Donc la demande sera déposée ce matin au sein du secrétariat de la Knesset. Je pense que cette Jdoula, justement, ce lobby va... l'idée qui est derrière ça, c'est justement de donner la possibilité à tous les joueurs qui sont maintenant ici sur le terrain, et tous ensemble, de s'asseoir autour d'une table, de réfléchir à une vraie réponse en face de l'Alia francophone. Et je serai là justement pour essayer de faire avancer ces idées en face du ministère de l'intégration. Est-ce que vous pensez que, par exemple, avec vous, à la Knesset aujourd'hui, faire voter des lois qui peuvent faciliter, on va dire, cette alia, qui peuvent apporter, on va dire, des réponses aux questions que l'on se pose? Par exemple, on sait qu'Alita s'est mobilisé depuis de nombreux mois, plus d'un an, en faveur, par exemple, des infirmières de France qui ne parviennent pas à obtenir leur équivalence. Est-ce que, par exemple, avec vous, ce genre de projet, ça peut s'accélérer, et on peut accélérer une procédure qui permette justement à des Olim de France de recevoir une équivalence de ce type? D'abord, c'est un projet qui m'est cher. Il m'est cher parce que je pense que c'est une réponse qu'il faut amener à la LIA francophone. En tant que député, en étant derrière les coulisses, et j'ai vu hier ce qui se passait, comment est-ce qu'on
on met en place des plans. Il y a des choses qu'on voit quand on est député. Voilà, comme disait Eric Sharon, ce qu'on voit d'ici, on ne voit pas de là-bas. Hier, je l'ai ressenti d'une manière très forte. T'es dans l'Amélia, donc dans l'hémicycle, et tu vois les flèches qui sont lancées les uns vers les autres, et tu sors de la porte et tu vois derrière dans les salons comment les choses se font vraiment et comment les choses avancent. J'ai eu déjà hier de premiers contacts, même avec des députés de l'opposition. Donc quand j'ai parlé par exemple de la Hdoula, j'ai parlé des problèmes de la reconnaissance des diplômes, entre autres des infirmiers, des docteurs, et ils ont compris le problème. Et encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où on a un projet qui nous est cher, qu'on veut faire avancer et qu'on met en premier plan, je pense qu'en effet, on pourra aller plus vite. Bien entendu, je suis pas né hier, je comprends qu'il doit avoir derrière un gros lobby autour de ça, du ministère de la Santé, etc. J'ai un très bon contact avec le ministre Yuli Edelstein de plusieurs années déjà. Donc je pense que c'est une chose, hier on en a parlé comme ça vaguement, mais c'est une chose qu'on va pouvoir essayer de faire avancer le plus vite possible. Ça sera peut-être une des premières lois qu'on arrivera à faire passer à la Knesset. Voilà, c'était Yossi Tayeb, le membre du Parti Chasse, au micro de Daniel Haïk. Gabriel, l'actualité, c'est aussi la pandémie de coronavirus qui continue de s'accélérer dans le monde. Oui, Eric, elle touche plus de 10,6 millions de personnes et a fait au moins 516 000 morts aujourd'hui en tout au total. L'Organisation mondiale de la santé a alerté sur l'aggravation de la pandémie. Le nombre de nouveaux cas bat des records essentiellement en Amérique où il explose. Aux États-Unis, près de 53 000 contaminations ont été recensées ces dernières 24 heures. Le pays compte 2,6 millions de cas positifs. 702 morts ont été enregistrés, portant le total à au moins 128 000 décès. Au Brésil, 1038 morts ont été enregistrés en 24 heures, soit plus de 60 000 au total. Au moins 1,4 million de cas de contamination ont été diagnostiqués. Et en France, le pays a dénombré 18 morts supplémentaires hier, portant le total à 29 861 décès. Les autorités sanitaires de l'Hexagone ont fait état de plus de 165 000 cas positifs, soit 918 nouveaux cas hier. Et à présent, l'affaire des emplois fictifs qui implique François Fillon. La procureure générale de Paris, Catherine Champrenault, était auditionnée ce matin par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Elle a assuré n'avoir aucune instruction du pouvoir exécutif pour influer sur l'affaire Fillon. On voudrait me faire dire qu'on a ouvert une information pour faire démissionner Monsieur Fillon, mais sa défense demandait une ouverture d'information judiciaire dès le 9 février, a estimé Catherine Champrenault. D'abord, je voudrais dire avec force que je n'ai reçu dans l'affaire Fillon, comme dans tous les autres dossiers relevant de mon contrôle hiérarchique, aucune instruction de la DACG, aucune instruction du pouvoir exécutif, et qu'ainsi je n'ai jamais relayé une demande du garde des Sceaux ou du pouvoir exécutif pour influer sur le traitement des procédures. Catherine Champrenault a également déclaré que la deuxième chose, c'est que cette enquête n'a jamais fait l'objet d'un suivi par le parquet général qui n'en était pas informé. Elle précise que le parquet général était informé, mais seulement concernant un point de procédure. Nous n'avons jamais eu de remontée sur le contenu et les modalités d'investigation de cette enquête, et donc que je ne peux pas vous en dire grand-chose, a-t-elle ajouté. J'ajoute que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a aussi été auditionné par la commission d'enquête du Parlement ce matin. Merci Gabriel, c'est maintenant la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 15h avec Gabriel Attal. Excellente après-midi à tous.